La musique occupe une place importante dans la production des films de Damien Chazelle. Not quite my tempo. It's all good. No worries. Here we go. Lui et son compositeur Justin Hurwitz se sont rencontrés à l'université de Harvard. Hurwitz faisait passer des auditions pour recruter un batteur, et c'est Chazelle qui aura su le séduire par son sens du rythme. Dans le cadre d'un projet étudiant, il réalise Guy and Madeline on a Park Bench, qui marque le début de leur collaboration artistique. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Chazelle fait ensuite découvrir Jacques Demy à son ami, point de départ d'une fascination sans borne pour Michel Legrand. Son attrait pour la France n'est pas surprenant puisque son père est français. Ses origines permettent en quelque sorte un syncrétisme cinématographique, lui permettant de s'intéresser à des lieux on ne peut plus américains, le tout avec le regard d'un Français. Si les deux étudiants étaient déjà mus d'une passion commune pour le jazz, le cinéma français des années 60 les fera vibrer à l'unisson. Très vite, les deux étudiants imaginent le pitch de La La Land, mais ils passent des années à errer à Hollywood, ne parvenant pas à trouver de financement. C'est le succès de Whiplash qui leur permettra de convaincre un studio de produire une comédie musicale, un genre qui n'a plus vraiment le vent en poupe. Am I to understand that you cannot read tempo? Can you even fucking read music? Sa sensibilité musicale amène une nouvelle vision du découpage technique, plus intuitive, plus libre. Scène 1 ? La musique et le script sont conçus en parallèle et lors de la post-production, le compositeur et le monteur travaillaient dans des pièces adjacentes. La musicalité de La La Land irradie le montage et s'empare de la caméra, qu'elle soit montée sur grue ou gérée par un opérateur Steadicam. Celle-ci flotte autour des personnages, notamment lors de la dernière audition de Mia, qui signe le début d'une carrière flamboyante. On comprend dès lors l'ambivalence des créations artistiques du duo, nostalgique mais innovante, idéaliste mais désenchantée. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't. Sébastien agrège tous les points de tension qui font le cinéma de Chazelle. Par la nostalgie en premier lieu, le musicien est un puriste, il aime se référer à la tradition et n'aime pas devoir faire de compromis. C'est aussi parce qu'il souhaite rencontrer un public, faire comprendre à son entourage la quintessence du jazz. Chazelle confesse avoir lui-même été similaire à Sébastien, appartenant au cercle des snobs que l'on trouve méprisant. Avec son double fictionnel, il fait son repentir. Dans le scénario d'origine, Sébastien devait paraître plus antipathique, mais Ghosting lui a conféré une certaine chaleur, voire même un aspect enfantin. On lui pardonne tous ses excès, parce que c'est la passion la plus pure qui le guide, comme un homme qui ferait tout pour accomplir ses rêves. C'est Mia qui permettra à Sébastien de gagner en maturité, de s'ouvrir au monde sans toutefois se renier. Elle le soutient, comprend ses rêves et ne lui impose pas d'en changer pour accéder à une vie plus confortable. C'est bien lui, par insécurité, qui pense devoir renoncer à ses absolus et épouser une vie de pop star. Par ego, probablement. Il est séduit de trouver une reconnaissance sociale et de ne plus être le marginal, à contre-temps de ses contemporains. Ils s'aiment car ils retrouvent en l'autre leur propre idéalisme. Chacun est utile pour rétablir la foi de l'autre. Grâce au couple, le réalisateur définit la ville. Une communauté de rêveurs, chacun étant enfermé dans sa bulle. Ils font passer leurs rêves avant toute chose, mais c'est de leurs échanges qu'ils tirent leur créativité. C'est la beauté de la scène d'ouverture. Les solitudes et ambitions se rejoignent pour produire un spectacle total qui transcende les individualités. Grâce à la danse et à la musique, le vide intérieur des automobilistes s'efface. La représentation du trafic autoroutier avait rarement été si poétique. Les mouvements de caméra sont fluides. La Steadicam et la grue permettent de donner l'illusion de virevolter au milieu des voitures, légèrement, gaiement. La photographie de Linus Sandgren cherche à y retranscrire les couleurs du Technicolor. Ici, le ciel azuréen paraît irréel. On sait que cette scène ne faisait pas l'unanimité et qu'elle fut un calvaire à tourner. La municipalité avait accepté de fermer une portion d'autoroute pour quelques heures et le temps était compté pour boucler la chorégraphie de Mandy Moore devant l'objectif. Imaginez au zénith des dizaines de cascadeurs s'exécutant sur des voitures brûlantes par une journée caniculaire. On comprend pourquoi la séquence lui tenait tant à cœur. Elle fait le lien entre la tradition et le présent. Passionné par l'histoire de la pellicule, le chef opérateur a su en retrouver le grain, les nuances. On reconnaît dans La La Land les teintes bleutées des comédies musicales américaines des années 50. Pourtant, Chazelle ne parle jamais d'autre chose que de la société contemporaine. Il a recours à une forme en partie révolue pour parler d'un monde qui ne laisse pas grande place aux rêveurs. Why do you say romantic like it's a dirty word? Unpaid bills are not romantic. Call her. Le film, par ses codes, montre la tension entre classicisme et modernité. Il s'agit donc de parler de la vie moderne tout en filmant Los Angeles à la manière d'un Demi, d'un Gene Kelly ou d'un Vincente Minnelli.
Le film permet à Chazelle de rester fidèle à ses inspirations tout en rafraîchissant le 7e art. Sous ses airs de pastiche, La La Land pervertit en effet les codes des genres qu'elle prétend honorer. Le long métrage fait figure d'hommage, mais dans l'histoire de Mia et Sébastien, les anicroches se succèdent. Les fausses notes font sauter le disque. Il y a ici un esprit profondément flaubertien. Le réel est désenchanté et ne peut qu'être déceptif. C'est à la fin du film que l'on assiste à un authentique pastiche. Les personnages et les nombreux figurants dansent devant une fresque, peinte à grands coups de pinceau et au style oscillant entre l'impressionnisme et l'abstraction. On s'éloigne du réel et on arpente le Paris des artistes. Chazelle détourne l'idée de Murnau, qui, dans l'Aurore, laissait ses personnages parcourir les paysages de leur passé commun. Ici, c'est un passé fantasmé, un univers parallèle qui défile sous nos yeux. L'orchestre, de près de 90 instruments et 40 choristes, permet d'achever le film sur un final en apothéose, et n'est pas sans rappeler les parapluies de Cherbourg. Les séquences chantées de La La Land se parent d'onirisme, et d'ailleurs le compositeur de la musique reprend le lyrisme de Tchaïkovski pour composer ses thèmes. Il y puise l'univers féerique et la romance, il nous transpose dans une dimension parallèle mythique. On verse dans le fantastique, c'est-à-dire l'incursion du surnaturel dans le réel, mais ces moments d'enchantement ne sont que ponctuels. Car le réel, au contraire, se veut désenchanté. Les directeurs de casting ne cherchent pas un talent mais une plastique. Le propriétaire du bar, prolongement du professeur sadique de Whiplash, ému par un cynisme sans fond. Les rues elles-mêmes semblent factices, c'est-à-dire que la mise en scène de Los Angeles rappelle la manière dont Edward Hopper peignait New York, un espace qui paraît toujours artificiel, comme si le réel avait été remplacé par un simulacre. Los Angeles tout entière serait alors devenue un plateau de cinéma, désincarné. Chazelle souhaitait que face à l'océan, on devine un fond vert sans jamais se douter qu'il puisse s'agir du réel. Il donne l'illusion d'une œuvre nostalgique, d'un film romantique, alors qu'il verse au contraire dans le post-romantisme. À LA se côtoient les rêves, les regrets et les masques scéniques. Grâce au crépuscule, la ville se charge d'une mélancolie pesante et nous ouvre les portes du passé. On ressort de la projection en appréhendant la vacuité du réel, qui ne sera jamais l'égal des fantasmes. Chazelle révèle, avec une certaine lucidité, comment la Cité des Anges peut captiver des artistes condamnés à poursuivre des rêves insaisissables. Mais le film ne serait pas amer si Chazelle ne nous offrait pas les scènes du plus délicat onirisme dans des lieux mythiques. Dans l'observatoire, la réalité s'efface. Et ne pourrait-on pas apercevoir dans ces couloirs les âmes errantes des ados de la fureur de vivre ? Damien Chazelle filme le Smokehouse Restaurant, il met en scène les studios de la Warner Bros, et l'on aperçoit à l'arrière-plan la fenêtre du film Casablanca, et on remarque que Mia a pour idole Ingrid Bergman. A l'opposé, l'appartement de Sébastien se veut réaliste, peu décoré et peu meublé, c'est le dortoir de l'artiste sans le sou. C'est le réel à l'état brut. Même le dîner aux chandelles emprunte son éclairage à sueur froide. Surprise. La scène devient le signe d'une relation malade et nous fait entrer dans une autre dimension. On a l'impression que la caméra est la voix des fantômes de Los Angeles. Elle donne au film un souffle élégiaque. Le planétarium ne représente pas seulement un lieu touristique et hautement symbolique de la métropole, il incarne aussi la volonté de rattraper le réel. Au cinéma, la pellicule brûle, alors le couple part en quête d'un nouveau lieu qui leur permettrait de vivre une scène de film à la poursuite d'une chimère. C'est la preuve que Chazelle ne nous sert pas les codes attendus d'une comédie musicale, mais nous fait prendre conscience du caractère factice de l'ensemble. Il nous présente une succession de hasards que le spectateur prend d'abord pour la construction d'un mythe. En célébrant les possibles, Chazelle fait rêver, mais ne voile jamais la vacuité du réel. Il déconstruit les mythes, il nous en révèle les aspects les plus contingents. First Man, son film suivant, ira plus loin encore en refusant à mettre en scène Armstrong comme un héros épique et en démystifiant le premier pas sur la Lune.